place aux intervenants pour leur témoignage. Alors, vous pouvez en profiter, vous pouvez poser des questions. Donc je ne suis pas du tout le seul habilité à poser des questions. Il y a un système très bien fait. Alors, il y a deux manières principales que les questions par SMS, mais je ferai mon livre Calvi, questions SMS, comme ça. Donc le numéro s'affiche à l'écran, 06 06 88 44 00, donc des questions SMS, n'hésitez pas. Et puis il y a un fil Twitter, hashtag stratégie client, vous pouvez aussi poser des questions. Voilà. Ça c'était pour la logistique, donc n'hésitez pas, hein. Ou vous pouvez lever la main aussi à l'ancienne, ça marche aussi. Donc, ok. Je vais faire une très courte introduction du sujet. On m'a demandé de faire une très courte introduction, donc je m'exécute. Pour vous faire part de quelques convictions sur ce thème. Dans tout le champ de la relation client, il me semble que cet exercice traditionnel de l'écoute client est un de ceux qui ont le plus changé ces dernières années. C'est une espèce de révolution un peu cachée, parce qu'on n'a pas forcément identifié comme tel, mais c'est clairement, nous on le voit dans nos interventions, les manières de procéder ont considérablement évolué dans ce domaine. Je voulais vous faire part de 3 convictions pour simplement me résumer ce qui est très personnel, hein, c'est pas du tout l'avis des gens qui sont forcément ici, donc ils pourront me contester. Mais je pense qu'il y a 3 choses qui sont vraiment importantes à regarder dans cet exercice de voix du client. La première, c'est l'irruption du quali. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on était dans un exercice finalement assez normé, assez normatif, on posait des questions fermées, et on commence à prendre l'habitude de laisser vraiment le client s'exprimer. J'entends par quali cette idée de liberté d'expression. Le client s'exprime dans ses mots à lui sur les thèmes qui lui conviennent, si possible sur l'espace qui lui convient au moment où il a envie de le faire. Donc cette libre expression est un phénomène assez nouveau et incroyablement riche. C'est-à-dire que finalement, on apprend énormément de choses quand on laisse le client s'exprimer simplement, sans chercher à lui dire « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Mais voilà, dites-moi. C'est comme quand vous rencontrez un ami, si vous lui dites et la famille ça va, et le travail ça va, finalement vous n'apprenez pas grand-chose. Si vous lui dites comment ça va, il vous met tout de suite sur l'endroit où il a envie de parler. Et donc on gagne énormément de temps et de pertinence. Donc cette libre expression du client, qualitative, est sans doute quelque chose de très précieux dont il faut vraiment tenir compte. Deuxième conviction, plutôt deuxième observation, liée à la première, c'est qu'on a maintenant les moyens d'une exploitation industrielle de ce quali. Parce que pourquoi on ne le faisait pas? C'est que quelque part, ça arrive en vrac, ça arrive de manière totalement non structurée, ça arrive par petites phrases, par longues lettres de réclamation, ça arrive par tous les canaux. C'est juste très compliqué à utiliser. Hein. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de lire tout ce qui se passe en quali pour faire une restitution, c'est juste impossible, ça coûterait trop cher. En prendre quelques-uns au hasard, c'est pas très satisfaisant. Et donc maintenant, il y a des solutions, beaucoup de solutions, d'outils, de nouveaux outils, souvent portés par des startups très innovantes, qui permettent une exploitation industrielle de cette matière qualitative. Le fond, c'est des moteurs sémantiques qui marchent bien, qui enfin réussissent à bien marcher et à se dire, tiens, là j'observe qu'il y a un niveau de frustration ou d'énervement des clients, parce que je sais repérer ces éléments, qui apparaît, tiens, il y a un thème de mécontentement, qui est un motif de mécontentement qui est nouveau, sans avoir préalablement normé et identifié tous ces motifs. Donc finalement, on est capable de traiter de manière industrielle et efficace tous ces remontées quali. C'est en quelque sorte la promesse du big data de traiter les informations non structurées, mais appliquées à un champ très précis, sans avoir à mettre en jeu des technologies big data extrêmement compliquées. Donc c'est du big data embedded d'une certaine manière. Mais nous, ce qu'on voit, il me semble que c'est maintenant des solutions qui marchent, quoi. Voilà, ça c'est les outils me semblent importants. La troisième conviction, c'est que finalement, le plus dur reste à faire. Clairement, le plus dur reste à faire. On a de l'information de très grande qualité venant des clients, pratiquement en temps réel, en flux continu. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est vraiment capable de tirer tout le parti, de tenir compte de toutes ces informations clients? Et ça, c'est pas simple, parce que finalement, les clients, eh ben, ils nous surprennent, ils nous adressent des idées sur des domaines qu'on n'avait pas identifiés, ils nous parlent de nos offres, ils nous parlent de nos prix, de notre réputation, et avec une promptitude et une qualité qui vraiment interroge l'entreprise. C'est-à-dire que, typiquement, on a vu dans les opérateurs télécoms, par exemple, si vous voulez savoir s'il y a une panne dans le réseau, c'est plus rapide d'écouter les réseaux sociaux que d'écouter le service technique.
Donc, et pourtant, il y a des gens qui sont en permanence en train de scruter si le réseau fonctionne bien. Mais les réseaux sociaux sont plus rapides. Si vous voulez savoir si un avion est à l'heure ou pas, écoutez le fil Twitter. C'est plus rapide que d'aller interroger le service consommateur d'Air France. Mais même Air France le reconnaît en disant, ben, évidemment, le type dans l'avion, il dit ça fait un quart d'heure que je suis sur le tarmac, que je décolle pas. Donc, c'est de l'information en temps réel. Et donc ça, il faut réussir à en tenir compte. Et je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire de dire, réussir à... C'est intéressant, mais il ne faut pas que ça nous intéresse seulement. C'est-à-dire quelque part, il faut aller jusqu'au bout de l'exercice et quelque part aligner l'entreprise sur ce que souhaite vraiment le client. C'est effectivement... Alors là, on est au début de l'histoire. Mon sentiment, c'est que c'est vraiment pas simple. Mais je pense que là, il y a une voie de progrès qui me semble tout à fait évidente et précieuse. Voilà, c'était juste pour vous faire part de quelques-unes de mes convictions sur le sujet. Je ne vais pas être trop long. Alors, je voulais passer la parole à... On a prévu une petite séquence. Je vais passer la parole à Jérôme Gast de Arco Pharma. Et donc, le domaine de la santé est intéressant de ce point de vue-là, parce que s'il y a un domaine dans lequel les gens s'expriment beaucoup, ont beaucoup de choses à dire, d'informations à trouver, de questionnements, etc., c'est quand même dans le domaine de la santé. Et j'étais curieux de savoir comment on arrive dans un domaine aussi sensible à faire le tri dans toutes ces informations et dans cette énorme masse d'informations clients. Jérôme. Absolument. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'en ce qui nous concerne, et d'ailleurs c'est assez marrant, je me retrouve à côté d'une personne qui est dans le même domaine, dans le même secteur, d'ailleurs qui est un de nos clients, donc c'est assez sympathique. On se retrouve effectivement face à une masse de données qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, la voix du client, c'est des forums. Alors bien évidemment, le plus connu, ça va être Doctissimo. On va se retrouver face à la blogosphère. On se retrouve face effectivement à également des sites de patients, des sites de tests beauté, si on élargit ça au domaine de la beauté. Donc c'est vrai que analyser, essayer de tirer profit de toute cette information, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué dans la mesure où cette masse d'informations est exponentielle, évolue tous les jours. Et on se retrouve face à des personnes qui voilà, sont soit des médecins autoproclamés, je pense un petit peu au forum Doctissimo, avec qui on travaille, donc je ne vais pas dire du mal, mais c'est pas évident d'interagir. D'ailleurs, c'est des choses qu'on ne fait pas, sinon on ne ferait que ça. On se trouve également face à des personnes qui se trouvent des pathologies alors qu'elles n'en ont pas, puisque voilà, elles ont vu quelque chose sur Internet. Donc c'est vrai que non seulement il y a cette masse d'informations qui s'auto-alimente et du coup qui crée d'autres problématiques, et nous on se retrouve un petit peu face à tout ce magma d'informations, et on doit vraiment essayer de tirer profit, de pouvoir comprendre, de pouvoir contrer, parce que souvent on se retrouve face à des choses qui sont pas évidentes, qui sont fausses. Donc là c'est sûr qu'il y a... Jérôme, avant de continuer sur la partie comment vous faites pour traiter ces informations, parce que est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que fait Arco Pharma? Excusez-moi, je vous ai lancé directement sur le fond du sujet. Donc Arco Pharma, donc nous sommes laboratoire pharmaceutique. Donc à ce titre, c'est vrai que nous sommes un petit dans la cour des grands, mais néanmoins laboratoire pharmaceutique. Nous sommes leader des médicaments de phytothérapie et des compléments alimentaires en Europe, et nous sommes numéro 1 des ventes de compléments alimentaires en pharmacie. Nous avons une présence mondiale dans plus de 60 pays. Nous avons donc 7 filiales à travers l'Europe, 1500 collaborateurs, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un petit peu pour vous situer la taille du laboratoire. C'est sûr qu'on est un petit poussé face à des Sanofi, face à des Bayer, GSK, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie phytothérapie, on est leader, parce que je pense qu'il y a vraiment une attente du consommateur. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important, puisque d'ailleurs on le mesure et on le perçoit. Aujourd'hui, il y a vraiment une défiance du consommateur vis-à-vis de ces gros laboratoires, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans l'ère post-Servier. Il y a une crainte, une interrogation du consommateur que vous êtes tous aujourd'hui, dire voilà, cette nouvelle molécule qui vient de nulle part, qui a été synthétisée, est-ce qu'elle est sans danger? L'avantage de la phytothérapie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui vient, qui est tiré des plantes. Ben, quelque part, c'est des choses qui ne sont pas synthétisées, c'est des choses qui existent dans la nature, et tout le savoir-faire effectivement d'Arco Pharma, c'est de le rendre biodisponible, de le rendre effectivement dans une gélule pour pouvoir effectivement avoir une véritable valeur et
et un effet positif et bénéfique pour votre santé. Revenons effectivement à ce qui nous intéresse. La partie mesure. Alors je reviendrai très rapidement sur la genèse un petit peu de ce projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans, de se dire voilà, on se doit d'écouter. Le but c'est de mettre en place une veille, mais je pense tous ici vous avez également ce besoin de savoir que pensent les internautes de notre société, que pensent les internautes de nos produits. Alors c'était un petit peu le parcours du combattant, parce qu'autant sur d'autres thématiques, la partie par exemple emailing que je prends au hasard, là il suffit d'aller dans les allées du salon et vous trouverez bon nombre de prestataires qui effectivement fournissent une solution packagée qui est très claire, on a un besoin, on répond par une solution. Sur la partie mesure, je dirais la tâche est beaucoup plus compliquée dans la mesure où c'est moins évident. C'est moins évident, il faut mesurer, certes, mais après il faut le quantifier, il faut savoir mettre une tonalité à tout ce qu'on va essayer de trouver comme bruit. Est-ce que c'est un bruit fort, est-ce que c'est un bruit faible, quelle est la pertinence de ce bruit, et après évidemment le traduire en action opérationnelle. C'est vrai que le chemin est semé d'embûches. Alors tout naturellement, je me suis tourné vers des éditeurs, des Synthesio, des Digimind, des Linkfluence, AIMI, etc., qui sont des très belles solutions. Premier écueil, et non des moindres, le coût. Là, alors je dirais pas, j'en ai pas forcément de chiffres, mais on est sur des dizaines de milliers d'euros, ce qui, quand on veut se lancer, n'est pas forcément évident à justifier auprès d'une direction marketing. Donc déjà, premier écueil. Deuxième problème, le problème de taille de structure. Encore une fois, nous ne sommes pas un des mastodontes, un des géants au niveau international, donc c'est sûr qu'on voit un laboratoire pharmaceutique, on se dit ah tiens, ça peut être sympa, on va leur mettre une offre packagée qui souvent est un petit peu en décalage par rapport à nos besoins réels. Et le dernier point qui est un point beaucoup plus technique et qui n'est pas toujours mis en avant, c'est la partie sourcing. Parce qu'évidemment, qui dit mesure d'information, on est sur de l'information qui est immense. Ça veut dire voilà, même ces grands noms s'appuient sur d'autres sociétés pour indexer et avoir tous ces éléments. Donc la qualité du sourcing est extrêmement cruciale. Alors, heureusement, on a eu la chance effectivement de rencontrer au gré de nos recherches. Alors là, je vais parler effectivement d'un prestataire avec qui on travaille, donc qui est Synomia. Alors je le fais avec d'autant plus de plaisir que c'est vrai qu'il y a un réel partenariat qui s'est mis en place, dans la mesure où il y avait cette volonté de pousser effectivement une offre packagée, off the shelf, comme disent nos anglais, c'est bien dire ce que ça veut dire, nos amis anglais, c'est bien dire ce que ça veut dire. Il y a eu cette volonté à la fois d'avoir un accompagnement et surtout de faire du sur-mesure. Alors quelques mots sur Synomia, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc c'est une société qui est née de la rencontre d'entrepreneurs du numérique, mais également de chercheurs du CNRS qui étaient spécialisés sur les technologies d'analyse sémantique et syntaxique automatisée. Donc là, grande chance pour nous, on était pile dans la problématique. Et surtout, la spécificité, c'est qu'ils sont spécialisés en data analytics. Autrement dit, c'est des technologies assez avancées pour analyser de très grands volumes de données non structurées. Donc là, la donnée non structurée, c'est dont on parlait en préambule. Donc c'est tous ces avis, tous ces posts dans les forums, tous ces tweets qui arrivent au fil de l'eau et que l'on se doit de capter d'une manière la plus rapide possible pour pouvoir effectivement voir, on se dire ah tiens là effectivement là on a un souci, comme on parlait au début d'Air France ou d'autres thématiques qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que le besoin pour un industriel d'avoir le plus rapidement possible cette donnée non structurée est extrêmement intéressante. Donc leur savoir-faire nous a permis de mettre en place une stratégie d'action qui était vraiment qui convenait, je dirais, à nos besoins, aussi bien en termes de budget, ce qui est pas inintéressant, mais surtout d'un point de vue opérationnel. Alors quelques mots sur comment nous avons procédé pour mettre en place ce système de veille. Alors tout d'abord, nous avons commencé à écouter les conversations sur le principal forum Doctissimo, et on est parti du principe que ce forum, qui est quand même aujourd'hui, Doctissimo, qui est quand même 10 millions de visiteurs uniques, ce qui n'est pas rien dans le domaine de la santé pour nous,
on pouvait considérer ça comme, je dirais, une population représentative, du moins un échantillon représentatif de ce qui pourrait se dire au niveau national. La deuxième étape, ça a été de collecter les insights pertinents. Et c'est là, effectivement, où on commence à zoomer de manière plus précise sur tous les signaux qui nous intéressent. Et je vais expliquer un petit peu mon propos, parce que c'est extrêmement important pour répondre également à la question, de savoir comment on fait et qu'est-ce qui est important pour nous de mesurer. Une fois qu'on a eu ces insights pertinents, on s'est dit, ben voilà, on va analyser le sentiment. Donc, autrement dit, on va mettre une tonalité donc, négative, si c'est des choses qui sont juste voilà, des échanges, négative, là c'est une problématique, ou dans le meilleur des cas, positive par rapport soit à une gamme, soit au laboratoire en général. Ensuite, un élément qui est extrêmement important, c'est toute la partie cartographie. Donc là, c'est vrai que ça nous a permis de trouver vraiment les carrefours d'audience, les points chauds. Alors c'est un exercice qui n'est pas évident, parce qu'une cartographie peut être sur une thématique, peut être sur des mots-clés, peut être effectivement sur une marque. Donc là, pareil, il faut vraiment se faire assister d'experts pour essayer de trouver la bonne cartographie à mettre en place. Une fois effectivement que cette thématique a vraiment été clairement identifiée, on peut partir sur la sélection des influenceurs et donc des points chauds, et à partir de ce moment-là, et j'en ai fini, on arrive effectivement sur des actions opérationnelles. Donc en résumé, là où je voulais en venir, c'est que écouter, c'est extrêmement intéressant, mais il faut essayer vraiment de se focaliser sur des choses aujourd'hui qui sont extrêmement pertinentes. Merci Jean. Une question qui est manifestement intéressante et qui va intéresser beaucoup de monde, je vais essayer de la reformuler, c'est la question du budget. Donc je ne vais pas vous demander votre budget, parce que ce n'est pas des informations qu'on donne comme ça en conférence. Mais si jamais quelqu'un venait vous voir en disant quelle est l'enveloppe financière minimum, selon votre expérience, qu'il faudrait pour se dire qu'on met en place un système d'écoute web qui fonctionne, hein, ça serait quel ordre de grandeur? Alors, est-ce que vous êtes capable de répondre à la question qui intéresse? Oui, alors après, c'est toujours pareil. C'est comme si on demandait effectivement quel est le prix d'une voiture. Il y en a pour tous les budgets. Mais néanmoins, pour donner effectivement un ordre de grandeur, je dirais une solution packagée. Alors peut-être que ça a un petit peu baissé, parce que l'appel d'offres qu'on avait fait remonte à maintenant à peu près 20-22 mois. On était de l'ordre effectivement 50 000 euros. Alors certes des très beaux outils, mais c'était toute notre problématique, c'est que quelque part on s'arrête au milieu du gué. Certes vous allez avoir beaucoup d'insights, vous allez avoir beaucoup de signaux, mais après toute la question est de savoir déjà il faut de la ressource humaine pour mettre une tonalité, parce que l'outil, aussi intelligent soit-il, n'arrivera pas à définir toutes les subtilités de la langue française, et je ne parle même pas des langues étrangères. Et surtout après, il faut en déduire des actions opérationnelles, parce que pour les industriels ou même pour toute société, certes effectivement vous avez détecté des signaux, après la question est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se doit de répondre? Est-ce qu'on doit effectivement mettre en place plus d'informations? Parce que si effectivement les clients s'interrogent sur nos produits de manière récurrente, c'est peut-être qu'il y a un problème, c'est peut-être qu'on ne met pas en place assez d'informations. Donc c'est vrai, c'est la partie opérationnelle. Le fait finalement de travailler avec un éditeur qui est spécialisé dans le traitement effectivement de ces données, c'est qu'effectivement il va y avoir la partie écoute, la partie traitement, mais également la partie opérationnelle. Et ça, en un sens, c'est extrêmement important. Ok, merci. J'ai un dernier mot, pardon. Bien sûr. J'en ai fini. Juste, pour conclure, je dirais que tout écouter n'est pas possible. Aujourd'hui, on se retrouve face à une masse d'informations qui est beaucoup trop importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous faire passer, si ça peut vous servir. C'est qu'aujourd'hui, quand on débute, effectivement, quand on met en place un projet d'e-veille, on a cette volonté de se dire, ben voilà, il faut faire une écoute 360. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. La masse d'informations, même la manière dont sont structurées les données, même au sein de Google, on ne comprend pas forcément, peut-être qu'il y a des experts dans la salle, mais quand on commence un petit peu à creuser, on se dit, bah tiens, on pose une requête, on arrive quelque part dans un
un mainframe centralisé et on a une réponse. Dans la pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a ce qu'on appelle un CDN qui est en place, mais ça c'est un autre débat, autrement dit un Content Delivery Network. Donc c'est des centaines de milliers de serveurs qui sont extrêmement proches de nous, qui nous permettent d'avoir cette réactivité. Même ces serveurs entre eux ne sont pas tous synchronisés. Donc vouloir avoir une position, vouloir tout écouter aujourd'hui en temps réel, ça n'existe pas. Et juste vraiment pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui le seul, et ça a été un petit peu ce qui a été dit en préambule, et je pense que je voudrais appuyer ce propos, le seul moteur de recherche qui existe aujourd'hui en temps réel, c'est Twitter. Google fait de l'indexation, le redistribue après au niveau de tous ces clusters et vous le délivre. Mais il y a vraiment une décorrélation entre l'information et la manière et le temps au moment où elle vous parvient. Pour terminer, donc je dirais qu'il faut identifier, et c'est pour ça qu'avoir un acteur vraiment pertinent est très important, c'est identifier la pertinence de l'information et la portée de l'information. Autrement dit, écoutez tous les bruits et vous allez peut-être détecter des signaux extrêmement faibles mais qui n'auront pas de portée parce que c'est une blogueuse sur un blog qui n'est pas forcément référencé. Voilà, elle peut vous faire du mal, mais elle n'a pas vraiment de visibilité, donc j'ai envie de dire, c'est pas extrêmement important. Par contre, ce qu'il faut identifier, c'est le bruit qui est à la fois pertinent et qui est à la fois fort. Et c'est là aujourd'hui, je dirais, tout l'enjeu de cette veille. Super, merci Jérôme. Je voulais passer la parole à Olivier. Donc je ne vous présente pas EDF, il va le faire lui-même, mais enfin 30 millions de clients, je pense qu'on est dans du lourd en matière de relations clients. Il y a un thème, on pouvait parler d'énormément de sujets sur EDF. Il y a un thème qu'on a choisi de traiter, parce qu'il me semble vraiment original, et EDF a un vrai retour d'expérience sur le sujet, c'est comment finalement on réussit à animer un dispositif d'écoute client. Comment vous y prenez? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais redire 2-3 mots sur ce qu'est le service client d'EDF. Donc, moi j'ai en charge le service client sur le marché des clients particuliers, donc c'est-à-dire aujourd'hui 28 millions exactement de clients, 30 millions d'appels par an, entre 150 000 et 200 000 appels jour. Pardon, environ 5 500 conseillers, tous localisés sur le territoire français, tous en France, sur répartition avec une très grande majorité à l'interne et un peu de prestataires externes. En parallèle, tout le traitement également du canal Internet, notamment tout le back-office Internet qui représente quelque chose d'important, avec à peu près 1 million de contacts par jour sur le site, et après des actes de gestion un tout petit peu plus faibles, mais ça monte véritablement en croissance. Et 3 millions de courriers, 1 million de mails par an, enfin voilà. Donc on est sur de la gestion de gros volumes. Et quand on a parlé écoute client, moi je me suis dit, mais Laurent me dit, on va parler de l'écoute client, notamment de l'animation. J'ai dit écoute client, mais c'est quelque chose de normal. Et puis en creusant, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Alors j'étais ravi d'entendre Jérôme, parce que j'ai eu le bonheur de faire du marketing dans ma jeunesse. Et c'est aujourd'hui, je trouve, un des pièges que l'on a. On a une multiplicité de données, une multiplicité de data, etc. Mais globalement, pour en faire quoi? Parce que c'est bien beau, hein, ça me rappelle, j'ai eu la chance de faire un doctorat en temps. Quand je faisais de la biblio, j'allais à la bibliothèque, il y avait des ouvrages qui étaient disponibles. Si on n'avait pas l'article, on commandait, et puis ça mettait le temps qu'il fallait pour arriver. Je vois mon fils qui fait la même chose, il est sur son ordi, ça déboule dans tous les sens, il a des piles. Je dis, mais t'en fais quoi, mon grand? Ah bah, je vais l'organiser. Je dis, bah oui, il serait peut-être temps d'arrêter d'accumuler les piles et puis de commencer justement à organiser, à synthétiser les choses. Et je crois que c'est une des vraies énormes complexités sur l'écoute client, c'est ça. Alors aujourd'hui, sur à la fois l'animation et sur l'écoute client, moi j'ai deux grandes convictions. Il y a de l'écoute à chaud, il y a de l'écoute à froid. Et il y a de l'utilisation de l'animation à chaud et de l'utilisation de l'animation à froid. Je vais aujourd'hui avoir un canal internet pour une entreprise, c'est normal, une entreprise, surtout un gros service client qui n'a pas Internet, il est urgent qu'elle réfléchisse à son évolution parce qu'elle va être vraiment grosse et très rapidement en grosse difficulté. Donc normal. Ce qui est important, c'est de pouvoir rajouter au-dessus d'un canal Internet, ce qu'attend le client, c'est la possibilité à sa demande et en fonction de ses souhaits, de personnaliser la relation. C'est vrai sur Twitter. Twitter, vous balancez un message à tout le monde, super. Le monde est au courant que vous avez un problème. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on traite votre problème devant tout le monde ou est-ce qu'on rentre dans une sphère perso? Là, typiquement, on va tout de suite rentrer dans de la sphère personnelle. C'est pour ça qu'en matière de relations clients, moi j'estime que du Facebook, alors je suis peut-être, désolé, je suis peut-être vieux jeu, mais du Facebook, du Twitter, ça me rappelle les anciens portails Internet, c'est aussi un super outil de mise en relation. Et après, on va rentrer dans une sphère privée où on va rentrer dans le domaine personnel du client. Alors, je fais abstraction des problèmes de résonance, de communication, d'information qui vont en plus derrière, qui sont passionnants, mais qui ne sont pas de la relation client, qui sont pour moi de l'information client. Alors, quand je dis la partie à chaud sur l'écoute client, et c'est en ça qu'il faut animer les équipes, c'est moi je me bats là-dessus. Moi, toute mon animation de cette année repose auprès de mes conseillers sur mettez-vous à la place du client. Je peux vous dire, pour faire des doubles écoutes, par moment, je trouve que nos clients sont... Soit ils sont très bien servis, soit certains sont vraiment... Merci. Merci. C'est quand même des moments de solitude. Donc c'est fondamental que le conseiller, qui est lui-même régulièrement client, qu'il soit client par les canaux auto, quand il est en train de faire du web callback ou du chat, ou qu'il soit client au téléphone, ou qu'il soit en réponse de courrier, mettez-vous à la place du client. Qu'est-ce qu'il voudra avoir? Le client, il souhaite avoir, une réponse à sa demande, 2, si possible de façon compréhensible, et 3, s'il y a un loupé, ce qui peut arriver, que sa réclamation soit parfaitement prise en charge et que de base, on soit dans une logique bienveillante par rapport au client. Quand j'ai dit ça, j'ai fait en gros les attentes de base des clients. On est sur la pyramide de Maslow. Pas plus, pas moins. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je veux des conseillers qui soient vraiment à l'écoute. On a énormément travaillé sur la maîtrise des métiers et on travaille de plus en plus, on renforce tout ce qui a trait au discours client. La capacité d'écouter, d'entendre, de reformuler. Et alors, je reviens une nouvelle fois aux données parce que c'est un des pièges. Alors moi j'appelle ça des responsables d'équipe, d'autres appellent ça des superviseurs, chacun ses approches en matière d'organisation. Là encore, on a des magnifiques tableaux de reporting. Alors, je ne sais pas si un jour, ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter, mais un tableau de reporting dans un centre de relations clients, je pense que si vous voulez faire Airbus ou Boeing, on y arrive sans problème. Des super tableaux. Et vous avez des responsables d'équipe qui vont passer des heures, parce qu'ils aiment ça, derrière Excel, derrière PowerPoint, à interpréter les tableaux. Pendant ce temps-là, les conseillers, ils font ce qu'ils peuvent. Donc on a laminé ça et on a simplifié les tableaux. Moi, je suis toujours fasciné par... alors, je ne fais pas de pub, j'ai un BlackBerry d'un côté, un iPhone de l'autre, je vais prendre le premier. Mais ça, aujourd'hui, quand ça fait une photo, ce que j'explique à certains de mes équipes, c'est je ne me pose pas la question de savoir quel est l'algorithme et comment est foutu l'algorithme. Je m'en contrefiche. Ce qui m'intéresse, c'est la photo qui est faite. Donc moi, ce que je demande à mes responsables d'équipe, c'est pas d'interpréter les données, c'est pas de passer leur temps, c'est de dire prenez les quelques données essentielles pour faire fonctionner un service client, utilisez-les et surtout passez du temps à écouter vos conseillers. Ça veut dire passer du temps à écouter vos clients. Et après, cette boucle-là, on la remonte dans les deux sens, à la fois sur la professionnalisation, mais également vers la remontée, la professionnalisation, l'amélioration des processus. Voilà. Donc là, on est sur des boucles extrêmement courtes. Ce que je dis là est vrai pour la partie relation client téléphonique, c'est tout aussi vrai sur la partie Internet, c'est tout aussi vrai sur la partie courrier, on a des analyses sémiologiques, tout ça, ça se fait. Autre façon, donc ça c'est la partie, je vais dire à chaud, c'est en dynamique, et il faut que ça vive, et c'est une façon d'écouter, et mieux on écoute le client, mieux on le sert. Ça permet de traiter l'instant. Après, l'écoute client, elle sert aussi à préparer, à réorganiser votre stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire à terme? Parce qu'écouter le client, c'est ça aussi, c'est de se dire quels pourraient être ses besoins. Alors soit vous êtes géniaux et vous devancez les besoins, soit vous êtes un peu moins dans la prospective et globalement vous êtes à des pas de temps un peu plus courts et vous avez à la fois une veille concurrentielle qui est importante, mais la veille concurrentielle étant de la veille, on va dire, relation client. Moi je m'intéresse tout autant à ce qui est fait dans le domaine bancaire, dans le domaine assurantiel, des télécoms que dans l'énergie. Parce que le client, il va avoir, lui, une attente en matière de relation. Par exemple, on voit aujourd'hui une entreprise dont je vois un logo là-bas, fortement connue, implantée aux États-Unis, qui a développé une petite tablette qui n'est pas... qui est une petite tablette, et quand vous appuyez dessus, quand un client est en difficulté, il a un petit bouton, il appuie, il y a marqué Mayday sur le petit bouton. Tac! Et vous êtes en visio avec un conseiller. Wow. Comme expérience client, je veux dire, ça a quand même un peu de l'allure, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on va voir, j'en suis intimement convaincu, progressivement apparaître parce que la 4G, parce que les solutions techniques, maintenant, font qu'on peut rentrer dans ces domaines-là. Donc, la relation client, quand on est en concurrence, c'est ça aussi, c'est de regarder ce qui se passe et d'essayer d'être
soit en avance, soit au moins dans le bon tempo, un minimum. Donc après, ce que je disais sur la partie écoute indirecte ou écoute à froid, mais c'est tout ce que vous pouvez faire en tant qu'enquête de SAT. Et ça, les enquêtes de satisfaction, on en mène une pléthore. Moi, j'ai des enquêtes instantanées avec des envois de SMS aux clients pour savoir si l'échange